Bonjour à tous. Donc, en attendant Joël, on va essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il a prévu d'aller au cœur de l'Antarctique, faire une expédition pour faire une traversée de l'Antarctique Est, qui est une chose inédite. La traversée a déjà été faite de l'Antarctique, mais jamais là où lui et son équipe ont prévu d'aller. Pour vous expliquer dans les grandes lignes, alors peut-être avant me représenter pour ceux qui ne sont pas forcément habitués à cette conférence. Donc Vincent Lucas, je suis journaliste chez Ouzbek Erika, qui organise avec la Fondation BNP ces cycles de conférences. Vous n'êtes pas sans savoir que le réchauffement climatique fait fondre les glaces au Groenland, mais aussi au pôle, en Arctique, en Antarctique. Pour bien comprendre son projet, peut-être revenir sur le constat. En fait, il y a deux dynamiques opposées observées en Antarctique. D'abord, une fonte accélérée des glaces. Voilà, on sait qu'il y a 3000 milliards de tonnes de glace depuis 92 qui ont fondu, qui ont été perdues en Antarctique à cause du réchauffement climatique. Ça représente 8 mm à peu près de hausse des océans, sachant que ce n'est qu'une partie de la glace qui fond, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup qui font au Groenland et sur le pôle arctique. Donc, l'Antarctique, c'est 90% de l'ensemble des glaces terrestres du globe. Donc c'est vraiment une très très grande... un très grand intérêt de comprendre ces mécanismes, puisque si la glace fond en Antarctique, c'est quasiment l'ensemble de la glace terrestre qui fond. L'ensemble de l'Antarctique, donc qui contrairement à l'Arctique est un continent, il y a de la terre en dessous de la glace, mais 98% de la terre du continent antarctique est recouverte de glace. C'est un continent quasiment entièrement recouvert de glace. Cette perte de glace, elle est compensée, donc, je vous le disais, par un mouvement contraire étonnant, c'est une augmentation de la masse neigeuse au cœur du continent antarctique. Pourquoi ? Parce que le réchauffement climatique, c'est un réchauffement de l'air qui provoque plus d'humidité dans l'air et donc plus de neige. Il y a beaucoup plus de précipitations neigeuses en Antarctique. Donc on a ce double mouvement. Sur les côtes de l'Antarctique, ça fond et au cœur du continent, la glace monte. Alors ce double mouvement, en fait, ça pourrait être une bonne nouvelle après tout, parce que si la fonte de la glace est compensée par l'arrivée de neige en plus, finalement, il n'y a pas plus ou moins de neige en bilan total. Mais ce n'est pas une si bonne nouvelle que ça, parce que ce que d'autres études ont tendance à montrer, notamment celle de la NASA, qui, avec des satellites, étudie énormément ces sujets, c'est que la couverture neigeuse au centre du continent a tendance à augmenter la pression donc du manteau neigeux, et la pression a tendance à accélérer la vitesse d'écoulement des glaces vers l'océan. Donc en fait, désolé, mais c'est encore une mauvaise nouvelle. L'accélération de la couche neigeuse accélère aussi la fonte des glaces, a priori, dans l'Antarctique. Et donc l'intérêt là, c'est d'aller au cœur, avec une équipe humaine, au cœur de ce continent, sur des terres jamais explorées par l'homme, en fait, dans la partie est de l'Antarctique, pour faire le bilan de masse. Savoir, en fait, les chercheurs veulent confirmer ou non qu'il y a un bilan de masse négatif ou positif, savoir si la masse neigeuse dont je vous parlais compense ou pas la perte de glace dans les océans. Est-ce qu'il y a une fonte sous-glaciaire que les satellites ne peuvent pas voir ? Est-ce qu'il y a une fonte en dessous de la neige qui expliquerait une perte de masse de glace du continent antarctique ? Tant qu'à être là-bas, les scientifiques veulent multiplier les expériences, des expériences aussi sur la composition de cette neige, savoir si comment se forment des mégastructures et des mégadunes de neige incroyables qui ressemblent un peu à ce qu'on voit dans le désert, mais sauf que là c'est de la neige et on ne sait pas trop comment elles évoluent, donc c'est d'autres domaines de recherche qui profiteront aussi de l'expédition. Alors un autre domaine intéressant dont nous parlera Joël Savarino, c'est finalement aussi une façon d'explorer le passé, de mieux comprendre le passé. Avant l'époque actuelle, donc l'Holocène ou l'Anthropocène, pour ceux qui considèrent que l'action humaine est telle qu'elle a une action géologique et qu'aujourd'hui on est entré dans l'Anthropocène, donc l'ère de l'humanité, dure en tout cas depuis 10 000 ans. Avant c'était le Pléistocène, pour les fans de trucs en scène, ce qui veut dire que c'était une période très très longue où il y avait pas mal de cycles glaciaires aussi. Et c'est des périodes très méconnues. On a les carottes de glace qui nous permettent de remonter à 800 000 ans, à plusieurs centaines de milliers d'années, en repérant comment était la neige et comment était l'atmosphère coincée dans cette neige. Donc on remonte dans le passé, mais c'est valable parfois seulement sur certaines régions ou de façon très avec une échelle très grossière, donc on a du mal à tout comprendre. Là, l'avantage d'aller dans ces régions antarctiques, c'est que c'est des sols préservés sans aucune action humaine depuis très longtemps, donc qui seraient similaires, qui contiendraient les mêmes conditions que celles du Pléistocène. Donc c'est aussi une façon pour les chercheurs d'essayer de comprendre ce qui se passait dans le Pléistocène pour mieux, encore une fois, modéliser et comprendre l'évolution future du climat.
J'aimerais remercier d'abord la Fondation BNP Paribas, hein, mais il n'y a pas que, il y a d'autres instituts et d'autres fondations qui financent le projet, qui est un projet quand même assez lourd. Et donc on a bien sûr le support de la Fondation, mais aussi de l'Agence nationale de la recherche, et puis d'un partenaire très important qui est celui-là, là, qui est l'IPEV, qui est en fait l'agence de moyens pour les expéditions polaires. Donc c'est elle qui nous fournit les véhicules, des ressources humaines et entre autres le fuel. Donc pour vous donner un peu le contexte, j'ai mis 2 points rouges sur cette carte, hein. Donc c'est l'Antarctique. Ici vous avez la station Dumont-d'Urville et ici Concordia. Et pourquoi on s'intéresse à l'Antarctique? Je vous ai listé quelques points. C'est le continent le plus froid, le plus éloigné, le plus haut en altitude, le plus sec et qui n'a jamais été colonisé par aucun mammifère terrestre, pas même l'homme. Donc on trouvait aujourd'hui essentiellement des bases qui sont ravitaillées de manière saisonnière et l'Antarctique reste inaccessible l'hiver. D'un point de vue scientifique, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement le fait qu'il soit éloigné des sources de pollution. La glace est une mémoire du climat, elle emmagasine une information climatique qu'on est capable de déchiffrer. C'est le pôle froid de la planète, donc comme un moteur thermodynamique, vous avez un pôle froid, un pôle chaud, et donc une répartition de la chaleur sur Terre qui s'opère grâce aussi au pôle froid. C'est un milieu abiotique, donc c'est un milieu stérile quasiment, à l'exception des côtes, mais sur le plateau. Et donc on n'a pas le problème de transformation biologique qui vient se rajouter aux phénomènes que l'on peut observer. C'est un paysage qui est relativement homogène. Vous allez voir, sur le continent, c'est plat. Mais il y a des structures quand même qui sont un peu différentes. Et enfin, milieu extrême avec des contrastes très forts jour-nuit, puisque vous savez, au pôle sud, il fait 6 mois jour et 6 mois de nuit. Donc voilà à quoi ressemble une station polaire sur le continent. Donc c'est la station Concordia. Comme vous pouvez voir, c'est assez plat, hein. Le paysage est assez monotone. Donc vous avez là, en fait, la station Concordia se trouve ici, c'est 2 sortes de 2 tours qui sont reliées par une passerelle. Et là, vous avez le camp d'été qui permet d'accueillir plus de scientifiques l'été. Donc les hivernants se passent ici, les hivernages. Vous voyez la piste d'atterrissage qui permet d'y accéder par petit avion. Et puis vous avez ici une route qui est la route logistique qui permet de ravitailler la station. Et donc c'est un convoi qui véhicule le fuel et la nourriture, et les équipements lourds aussi, qui ne peuvent pas être transportés par avion. On a aussi d'autres moyens d'explorer l'Antarctique qui sont les raids. Donc là, c'est typiquement le raid logistique. Vous avez la route qui va de Concordia à la côte, 1200 km. Et donc c'est un convoi qui apporte tout le nécessaire pour faire tourner la station. Alors, quand on compare un peu les deux, voilà, quel est l'aspect positif et négatif de chaque mode de déplacement ou d'investigation de l'Antarctique. Sur les stations, vous avez plus de temps, vous êtes moins limité en énergie, vous avez un personnel plus abondant, des équipements plus lourds. En revanche, elles sont peu nombreuses sur le continent, donc difficile de parcourir les grandes dimensions. Je l'ai mentionné, mais c'est 28 fois la France, l'Antarctique. C'est plus grand que l'Europe. Ici, vous avez l'expédition de Ernest Shackleton, 1914-1917. Et l'expédition a été un fiasco, pour ceux qui connaissent l'histoire. C'est l'histoire de l'endurance. Il avait prévu de traverser l'Antarctique avec les moyens de l'époque, hein, donc c'est chiens de traîneau. La roue derrière, c'est pour compter le kilométrage. En fait, voilà ce qui s'est passé. Ils n'ont jamais atteint le continent et le bateau a été pris dans les glaces. Il a été broyé et ils ont dû parcourir en plus de 1500 km sur la glace de mer pour rejoindre des petites îles plus au nord, du coup, pour essayer de rejoindre des stations baleinières. Donc c'était en 1914, il y avait la chasse à la baleine et pas mal des îles Shetland et d'autres qui étaient occupées par des baleiniers. Et ils ont réussi. Il n'a perdu aucun membre d'équipage. Et ça a été la plus grande odyssée maritime au monde, je pense. Le premier à avoir réussi, c'est Edmond Hillary, en 1955-58, l'année polaire internationale. Et lui, avec aussi les moyens de l'époque, hein, donc des tracteurs. Et il a réussi.
En fait, il y a eu plusieurs traversées. Là, on voit un peu celles qui sont scientifiquement intéressantes. Il y en a eu un peu plus, mais où les données sont exploitables. Sinon, c'était des traversées d'exploration. Les thermomètres n'étaient pas calibrés, les mesures ne sont pas fiables. Donc, on nettoie tout ça. Et ça, c'est celles qui restent une fois que les données ont été nettoyées et qui sont intéressantes d'un point de vue scientifique avec des relevés de qualité. Donc on y va parce qu'on a des paysages et surtout des terrains assez extraordinaires. Là, c'est sur la côte, c'est d'un collègue qui étudie les glaciers. Donc comment les glaciers perdent leur masse, comment ils se déplacent, à quelle vitesse. Et vous savez que la glace est un milieu cassant, et donc on crée des crevasses de ce type. On a d'autres terrains qui sont sculptés par le vent. Comme je vous ai dit, l'Antarctique est le continent le plus venté au monde. Et sur la côte, on peut atteindre des vitesses de 300 km/h. Donc c'est un bon ouragan, un classe 5. Heureusement, il n'y a pas d'habitation, ou très peu. Et donc vous avez ces formations, ce qu'on appelle des sastrugies, qui est des structures qui sont taillées en fait par le vent. Là, c'est des surfaces glacées. Donc à force d'être balayées par le vent, on a un sorte de polissage. Et vous pouvez être sur des sols qui sont aussi durs que du béton, où les véhicules ne s'enfoncent pas d'1 centimètre, malgré leur poids. Donc vous voyez à peu près à quoi correspond une traverse scientifique. Vous avez donc des tracteurs qu'on appelle des challengers, qui tractent, donc vous avez une caravane vie, une caravane énergie, des laboratoires, le plus important pour votre survie, le fuel, et le stockage de glace, des carottes et des échantillons. Alors on va étudier en partie ce type de structure. Alors je pense que vous le voyez. Vous voyez des sortes de bandes grises et claires. En fait, ça qu'on appelle des mégadunes. C'est des choses que lorsque vous êtes au niveau du sol, à pied, vous ne les voyez pas. Là, c'est prise par avion. Et en fait, c'est des ondulations qui sont créées par la combinaison de la direction du vent et de la direction de la pente. Si les deux sont dans le même sens, en fait, vous allez créer des ondes gravitaires qui vont faire qu'à des endroits, vous allez accumuler de la neige et juste après, vous allez la balayer. Et donc, on a des ondulations, ça fait à peu près quelques mètres de hauteur en amplitude et entre deux sommets, vous avez 4-5 km. C'est pour ça qu'à l'œil nu, on ne le voit pas. Par contre, quand on a les véhicules qui sont devant, on les voit disparaître et réapparaître, en fait, parce qu'ils passent dans le creux et puis ils remontent au sommet. Et on veut comprendre comment l'information climatique s'enregistre dans ce type de structure, parce que l'on pense que à Concordia, où il y a eu le grand forage d'Epica, ces conditions-là prévalaient en période glaciaire. Donc sur le site de Concordia en période glaciaire, on avait beaucoup moins de précipitations qu'aujourd'hui, climat plus froid, généralement plus sec. Et donc, on pense qu'à l'époque glaciaire, c'est le type de terrain qui se trouvait à Concordia. Alors le projet EAST en soi, c'est 4 nations, 15 laboratoires, 1570 km. On est à peu près à la limite de la possibilité du RAID. Une quarantaine de chercheurs répartis dans ces 4 nations. Un budget qui peut peut-être pour une banque paraître ridicule, mais pour la science, ça ne l'est pas. Donc on est autour de 3 millions d'euros. Et donc on va étudier toutes les dimensions possibles de ces terrains, à la fois les aspects géophysiques, donc on va mettre des sismographes pour enregistrer les tremblements de terre qui permettent, en fait c'est une source, on utilise le tremblement de terre comme une source émettrice, et donc les ondes qui vont se propager vont permettre de calculer les épaisseurs de glace et où se trouve l'interface solide roche-glace. Des études géochimiques, donc on va étudier le manteau neigeux, analyse chimique. En fait, le manteau neigeux est un émetteur d'oxyde d'azote. Vous devez entendre parler ces derniers temps là, avec le problème des véhicules diesel. Il faut savoir que le manteau neigeux est aussi un émetteur d'oxyde d'azote pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici. C'est aussi un endroit où on va étudier le climat et la météorologie. Donc on va aussi installer des stations météorologiques automatiques donc, qui enregistrent les principaux paramètres, température, vent, pression, mais aussi radiation. Donc énergie reçue. Et tout ça va travailler de manière automatique. Donc ici, le convoi qui est prévu. Donc vous avez ce qu'on appelle une dameuse, même véhicule que vous trouvez dans les stations de ski, qui permet d'ouvrir la route. Et ensuite, vous avez
Comme je l'ai dit, le caravane énergie, le magasin, le stockage de carottes, les labos. Et là, on aura 67 mètres cubes de fuel pour ce trajet. Voilà le trajet. Donc on part de Concordia. La première étape va durer 256 km, donc on compte 3 à 4 jours de route. Agos 5, c'est un ancien site où se trouvait une station automatique météo américaine, mais qui n'est plus relevée depuis des années, donc on va voir dans quel état elle se trouve et éventuellement la remettre en marche, et faire bien sûr des expériences sur ce terrain. Vous avez ensuite le site Paléo 1, alors on l'appelle Paléo 1 parce que c'est un site où apparemment il n'y aurait pas d'ablation, de perte d'informations, de couches de neige accumulées. Donc on n'a pas de hiatus, on aurait annuellement, chaque fois, la chute de neige qui viendrait s'accumuler. Ensuite, vous voyez en haut, voilà comment se représentent par interféromètre, par satellite, les mégadunes, ces sortes d'ondulations. Donc on les voit bien marquées, hein. Puis on voit qu'il y a des zones où elles sont absentes, et puis d'autres où elles sont présentes, et puis vers Concordia, elles ne sont pas présentes. Voilà, donc là on va aller étudier 2 zones en fait de ces mégadunes, ce qu'on appelle la wind crest, donc c'est l'endroit où on a plutôt de l'ablation, donc on a de la neige qui est dure, où la neige qui tombe est balayée par le vent, et du coup vous avez une accumulation qui est nulle, voire négative même. Et après une autre zone là-haut, qui est plutôt une zone d'accumulation, où là la neige vient s'accumuler. Ici vous avez des puits de neige qu'on échantillonne. Vous voyez tous ces petits points là, tous ces petits points bleus, en fait c'est des échantillons de neige qui ont été prélevés. Et vous voyez la neige bleue parce qu'elle absorbe le rouge. Donc elle transmet le bleu et c'est ce qu'on revoit. Donc quand vous descendez dans un trou, vous vous couvrez la tête, vous voyez le mur bleu apparaître bleu. C'est assez joli. Voilà, donc les personnes essayent de ne pas contaminer la neige, donc ils portent des vêtements protecteurs. Et en haut, on a une balise GPS de positionnement qui permet de connaître l'altitude à laquelle on se trouve et bien sûr la position. Ici, c'est pour faire apparaître un peu ce qu'on voit en profondeur. Donc on est sur du radar, donc on traîne un radar, on a des ondes de radio qui sont émises et qui sont réfléchies par les structures internes de la neige. Et là, vous voyez bien les ondulations, là. Et en fait, ces ondulations, c'est ce qu'on appelle les sastrologies, c'est-à-dire c'est la rugosité de surface qui s'enfonce avec l'accumulation de neige. Et vous voyez qu'on on est quasiment stationnaire, c'est-à-dire que c'est toujours au même endroit qu'on va quasiment retrouver. Bon, il y a des petits décalages, il y a des petits shifts, mais c'est toujours au même endroit qu'on va retrouver la bosse et le creux. Pourquoi tout ça? Entre autres, pour répondre à ça, hein, qui est une question fondamentale, sociétale, et qui va nous concerner beaucoup de personnes sur Terre. Quand on voit les difficultés qu'on a à gérer un flux de quelques centaines de milliers de réfugiés, on peut se demander comment on sera capable de gérer 200 à 250 millions de réfugiés. Donc c'est la montée des eaux. Vous avez actuellement une montée de 3 mm par an. Donc ici, il y a 18 000 ans, on était en période glaciaire. Alors période glaciaire, la Provence ressemble à la steppe sibérienne. Ça ne ressemble pas du tout au beau champ de lavande que l'on voit aujourd'hui. Donc là, vous avez une montée qui était à peu près à 8 mm par an. Ici, vous avez eu un rebond qui est une sorte de ce qu'on appelle en anglais un tipping point. Je n'aime pas m'exprimer en anglais, mais un point de bascule, qui est que soudainement, vous avez des phénomènes qui sont bloqués, et puis d'un coup, lâchent subitement. Et ça, c'est par exemple des velages, donc des écoulements rapides de glace qui ont pu se produire pendant la déglaciation du continent nord-américain. Je vous rappelle qu'au-dessus de New York, vous avez 3 km de glace, il y a 18 000 ans. Et que donc, à des moments, vous avez des effets d'arc-boutant qui cèdent. Et du coup, vous avez une masse de glace qui est expédiée rapidement dans l'océan et qui vous fait monter le niveau des mers de 11 mm par an. 11 mm par an, ça commence à faire pas mal. Bon, après, ça s'est un peu restabilisé. Et puis, c'est surtout, ce qu'on observe, c'est la stabilité à laquelle, pendant l'Holocène, le niveau des mers a été, avec quasiment une élévation nulle du niveau des mers. Et là, donc, depuis les dernières décennies, on a une montée qui est repartie vers les 3 mm par an. Alors, rien ne nous dit que ça restera à 3 mm par an. Hein.
Comme je vous dis, on peut passer subitement à 10 voire plus. Bon, si tout l'Antarctique fond, ce qui, je vous rassure, c'est pas pour demain, c'est 70 mètres. Le Groenland, c'est 6 mètres. Voilà.